Connaissez-vous la vitesse initiale d'une balle de M16? 1100, sergent. On sent quoi? Mètres par seconde, pardon. Prenez 40% de cette valeur et multipliez-moi ça par le nombre exact d'animaux que Moïse a embarqués à bord de l'arche. 0, imbécile. C'est pas Moïse, c'est Noé. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, petit point actu sur la situation exceptionnelle d'Hollywood, qui vit des jours particulièrement sombres. On n'avait quand même pas vu ça depuis longtemps. Mais effectivement, on va évoquer le flop de l'industrie cinématographique de grande ampleur. Donc depuis quelques temps. Alors, on va pas aller trop loin, même si ça se voit déjà depuis pas mal de temps, notamment 2019, 2020, voire un petit peu 2021, mais bon, c'était pour des raisons d'ordre sanitaire à cause du Covid. Mais bon, même l'année dernière, c'était pas terrible. Et là, on va vraiment traiter déjà sur, depuis le début de l'année 2023 jusqu'à maintenant. Mais effectivement, ce flop est quasi général, donc il s'applique à presque toutes les grosses productions actuelles. Alors, à l'exception de peut-être un ou deux films par-ci par-là. Et donc, effectivement, la suite ne s'annonce pas spécialement bonne non plus. Donc, on va jeter un petit œil à tout ça pour voir comment tout cela pourrait évoluer et faire évoluer notamment le cinéma dans le bon ou le mauvais sens. Ça va évidemment dépendre aussi des décisions des différentes majors qui sont à la charge de ces films. Donc oui, ça pue un peu du coude pour les majors en quête de sous-sous, parce que il faut bien l'avouer, quand on est entré dans une ère de blockbuster de franchise surexploitée jusqu'à l'overdose comme celle-là, forcément au bout d'un moment il y a saturation, et ceci en plus au détriment d'un cinéma plus artistique, ou du moins auteuriste. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est carrément rendu à un point où les vrais artisans ont limite fini par se détourner du grand écran pour être sûrs de faire des films comme ils l'entendent, vu que de toute façon les studios hollywoodiens les ont littéralement boudés, alors que pourtant ces artisans sont ceux qui ont défini les codes du cinéma moderne durant des décennies, quoi. Mais à partir du moment où tu as des plateformes de streaming qui proposent justement leurs services en finançant à grande échelle des cinéastes pour pouvoir faire les films qu'ils veulent, et en plus maintenant qui vont les distribuer auprès de grands studios pour pouvoir les diffuser quand même en salle, j'ai envie de dire, pourquoi tu continues d'aller chez Warner, Paramount, Universal et Disney, quoi, Donc c'est normal. Donc effectivement, ça a profité à un cinéma actuel de grande ampleur, comme je le disais, donc tout le cinéma d'entertainment, mais qui requiert toujours plus de budget et donc forcément nécessite de faire des recettes encore plus astronomiques, donc avoisinant presque le milliard, pour prétendre à un gain raisonnable pour les studios et pas juste atteindre le seuil de rentabilité. Et effectivement, il y a encore quelques années, pas si lointaines, le milliard c'était faisable pour les grosses productions. Autant aujourd'hui, on a la preuve que ça devient très compliqué, puisque en l'occurrence, on est fin juin, donc on est quasiment à la moitié de l'année, et il n'y a aucun film de 2023 qui peut se vanter actuellement d'avoir dépassé justement cette somme, à l'exception de Super Mario. C'est tout. Et pourtant, on n'a pas manqué de films Marvel, DC et des grosses productions Disney, mais c'est plus possible. Donc évidemment, pour appuyer mes propos, comment ne pas citer La Petite Sirène, donc film au budget de 250 millions de dollars et qui fait actuellement 500 millions de dollars de recettes dans le monde, après 4 semaines d'exploitation. Et là, autant le dire, le film est en quasi fin de vie en salle. Donc pour un métrage qui normalement, pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité, aurait dû rapporter environ 700 millions de dollars. Puisque, oui, pour rentabiliser un film, il faut prendre en compte pas mal de choses. Donc effectivement, il y a le coût de production, donc ça c'est ce qu'en général on annonce de base, mais à cela on doit rajouter les frais annexes, la campagne promotionnelle et les coûts marketing, évidemment aussi le coût de distribution, le prix des billets, puisque effectivement un producteur ne récupère que 50 à 60% du prix du billet. Alors un jour, je sais que je ferai une vidéo justement sur comment fonctionne la rentabilité d'un film
pour en expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants, parce que c'est vrai que c'est très, c'est très évolutif en fonction du budget de base et puis de comment il est vendu et tout. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais de manière générale, sur des productions de cet acabit, comme La Petite Sirène, il faut multiplier le coût de production par 2,5 voire 3 pour vraiment avoir une idée approximative du box-office nécessaire. Donc bon, je ne vais pas revenir sur toute la polémique autour du film, j'en avais déjà fait une vidéo dont je vous laisse le lien en description autour de la censure des avis spectateurs, les trucages des chiffres, notamment sur Rotten Tomatoes, les accusations de racisme si on n'aime pas le film, et j'en passe, hein. Tout ça notamment pour excuser le flop, puisque bon, maintenant vous payez une place de cinoche au tarif devenu astronomique, mais si le film ne cartonne pas, c'est évidemment pas la faute des studios, mais des spectateurs qui n'ont pas aimé. Donc c'est bien, hein, Mickey, hein, continue comme ça à envoyer la patate chaude aux consommateurs, ça va vachement le motiver à aller voir tes prochains films, tiens. Hein. Et donc effectivement, un report de responsabilité évident de la part de Disney sur le consommateur qui est à la limite du débile, dans le sens où, à l'inverse, tu prends Spider-Man Across the Spider-Verse qui a atteint 565 millions de recettes pour un budget de 100 millions de dollars, et donc qui a été largement rentabilisé en seulement 3 semaines d'exploitation. Sachant que lui, il continue de faire des entrées, contrairement à la femme poisson qui, après 4 semaines, commence à un peu trop sentir la marée, quoi. Et pourtant, on est face à un Spider-Man noir, mais là, il n'y a personne qui s'en offusque. Et Sony ne vient pas accuser les gens de racisme. Donc voilà, il faut arrêter justement de prendre les gens pour des imbéciles. Alors évidemment, on poursuit avec Fast X, donc 10e épisode de la franchise Fast and Furious, arborant fièrement un budget de 300 millions de dollars, rien que ça. Enfin, quand je dis fièrement, c'était au départ, parce que finalement, la fierté, ils l'ont vite ravalée, surtout quand les chiffres ont fini par tomber, dans le sens où, oui, les recettes ont été bonnes au tout début, parce que forcément, t'as les fans et les amateurs de spectacles décérébrés qui vont se jeter dessus, ça c'est évident, mais au bout d'un moment, le spectateur lambda, il semble quand même s'être pas mal lassé justement de tout ce merdier, hein, avec un Vin Diesel qui continue de jouer aux petites voitures en se prenant au sérieux dans un film qui est à prendre pourtant au 36e degré. Donc voilà, il faut savoir qu'un film à 300 millions de dollars de budget de production et qui actuellement en est à 690 millions de dollars de recettes en 5 semaines d'exploitation. Donc un bilan assez critique qui sent vraiment la sortie de route là où justement, en plus ils ont annoncé au départ que cet opus ultime, initialement basé sur 2 films, se ferait finalement sur 3 épisodes, alors que les gens en ont déjà ras-le-bol, et alors que notre cher Vincent Gaswell a en plus prétendu que la franchise ne mourrait jamais, parce que de toute façon il compte faire perdurer ça encore pendant longtemps à travers des spin-offs et des machins et des bidules et tout ce que tu veux. Donc Universal risque de revoir sa copie pour le coup, parce que pour l'instant ça ne sent pas très très bon, quoi. Alors ensuite, les Chevaliers du Zodiaque, donc bon, 6,5 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions. Là, je pense que ça se passe de commentaires sur l'idée que on créait pas une franchise avec l'espoir que ça soit lucratif sans en livrer les moyens nécessaires de base, et surtout quand tu es attendu au tournant par une grosse communauté de fans à qui finalement tu vends du Dragon Ball Evolution 2.0. Alors ensuite, grosse production, Transformers Rise of the Beasts. Donc pour le moment, un film qui est même pas sûr de dépasser les gains de Bumblebee, qui avait pourtant un budget largement inférieur. Donc on sent bien que les articulations de nos chers robots commencent à sacrément être grippées, hein, surtout quand en plus on sait que malgré toute la débilité des précédents films, et en contrepartie servi par toutes les prouesses techniques de Michael Bay sur des blockbusters, on avait des films qui pouvaient largement dépasser le milliard de recettes, puisque notamment c'est ce qu'ils ont fait pour l'épisode 3 et l'épisode 4. Bon là, il va même pas rembourser ses frais de base. Et alors, là, on va parler d'un cas d'école élémentaire, donc tout dernier Pixar, donc comme quoi Disney sait détruire absolument tout ce qu'il s'accapare, et surtout quand au départ c'était la qualité.
Donc triste constat hein, de se dire que finalement, depuis le départ de John Lasseter, donc au-delà des déboires qu'il a eu avec la justice et compagnie, il savait gérer la boutique, mais que depuis qu'il est parti, effectivement, Disney a littéralement mis la main sur le studio à la lampe, et puis c'est pour ça qu'en l'occurrence, on a eu la moitié des productions depuis ce temps-là qui finalement sont sorties directement sur Disney+. Donc voilà, avant, Pixar, c'était un événement. Tu allais voir un film d'animation qui était incroyable, quoi, avec des super thématiques, et là maintenant on en est rendu à un point où finalement tu as la moitié de ces films-là qui ne sortent même plus en salle. Donc là, un budget qui est même pas rentabilisé juste pour les coûts de production en 10 jours d'exploitation, donc c'est quand même une situation extrêmement triste pour le cinéma, là où justement on était capable d'obtenir des merveilles à travers ce studio-là, quoi. Et alors, autre cas d'école, mais bon, là, bien plus important, et puis d'un côté, on s'y attendait un petit peu, The Flash. Vous savez, donc, ce fameux film qui nous rappelle pourquoi on va au cinéma, hein, c'est ce qu'ils nous ont vendu sur les affiches. Donc, ce film qui a été vendu comme le meilleur super-héros movie depuis les Batman de Nolan, rien que ça. Allez-y, prenez donc les spectateurs pour des cons, on adore ça, hein. Et alors là, on est sur 212 millions de dollars de recettes en 10 jours, ce qui est franchement catastrophique, surtout pour un budget annoncé sur Internet à 220 millions de dollars, alors qu'on sait qu'au vu des reshots, et aussi de la durée de production qui est quand même de plus de 4 ans, avec notamment des salariés à payer durant tout ce temps, et j'en passe, on avoisine finalement bien plus les 300 millions de dollars. Mais bon, les chiffres officiels, on a bien vu en exemple le cas de Black Adam, ils étaient officiellement tombés bien plus tard, donc on finira là aussi par savoir ce qu'il en est de Flash, mais m'est avis que les 220 millions de dollars annoncés, c'est un peu de la zoube. Mais avec ce film, on en est quand même rendu au point que même le réalisateur a vendu le fait que les CGI dégueulasses du film étaient totalement volontaires pour tenter de justifier le fait que ce soit pas beau, hein. Donc ça c'est quand même cool, hein, de nous dire que le film, qui est censé sauver le DC Universe, a été conçu comme moche de base. Donc vas-y, continuez de vous foutre un petit peu de notre gueule, hein, on n'est plus à ça près maintenant, hein. Et puis là, on a droit à la campagne de supermarché. Donc tu sais, quand c'est la semaine des lots, hein, c'est-à-dire que pour une place de The Flash achetée, eh bien tu as une place offerte. C'est pas génial ça? Donc au final, plutôt que tu subisses en solo un film pourri, désormais tu pourras infliger ça à quelqu'un d'autre avec toi. C'est extraordinaire, quoi. Bon, cependant, si je peux filer un conseil, si vous envisagez d'emballer une fille au cinoche, ne faites pas ça avec ce film parce que vous n'allez pas gagner des points auprès de la demoiselle, hein. Donc oui, évident que ça doit être quand même pas mal la panique à bord de chez Warner et DC, après notamment le flop de Black Adam l'an dernier. Là, The Flash, et en sachant que cette année, il y a aussi eu Shazam 2, dont les recettes n'ont couvert que les coûts de production. Donc on a facilement 200 millions de dollars de pertes par rapport justement à tout ce qui a été investi en dehors. Mais bon, des exemples comme ça, il y en a encore plein d'autres, hein, sur ces 6 derniers mois, hein. Même regardez, prenez Donjons et Dragons. Donc pareil, comme quoi même en s'appuyant sur un nom reconnu, ça suffit pas, quoi. Et puis alors, donc, parce que c'est vrai qu'en général, on commence jamais une année sans avoir au moins un Marvel, Ant-Man 3 Quantumania. Voilà. Donc bon, là, 476 millions de dollars pour un budget de 200 millions. Donc voilà, c'est le flop, hein. Et là, ça a été vraiment le coup de massue ultime parce que en plus, ils espéraient énormément de ce film pour développer la suite du MCU, et ce, avant même les démêlés avec la justice de Jonathan Major, donc pour agression conjugale ou je ne sais quoi. Mais effectivement, là, c'est très 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 compliqué, quoi. Après, il y en a d'autres, hein, encore, avec éventuellement une cata un peu moins impactante, compte tenu par exemple de son coût de production de seulement 45 millions, mais qui n'est pas rentabilisé pour autant, donc 65 la Terre d'avant.
Donc voilà, beaucoup de flops depuis ce début d'année, hein, au milieu desquels arrivent quand même à sortir quelques films qui gèrent plutôt bien la boutique. Donc, comme je le disais, Spider-Man Across the Spider-Verse, ou encore Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais ça, c'était évident, même si, bon, au vu du capital sympathie de ces héros, et étant donné qu'il s'agissait en plus vraiment d'un épilogue de franchise, on aurait pu estimer qu'il fasse un peu plus. Mais bon, c'est vrai que Marvel, qui avait pourtant l'habitude de faire des films de qualité pas forcément exceptionnelle, mais qui atteignaient quand même assez facilement le milliard, là, on a vraiment le sentiment que cette époque est totalement révolue, et donc ça indique que, bah oui, au-delà des CGI moches, qui pourtant avaient fait grand bruit, hein, au point qu'on a carrément mis ça sur le dos de Victoria Alonso, notamment la virant, bah, il semble tout de même assez clair que, en plus d'une orientation pas très intéressante du MCU post-Avengers Endgame, bah, les gens en aient un petit peu ras-le-bol quand même des films de super-héros, notamment lorsqu'ils sont adaptés à la va comme je te pousse, quoi. Après, dans les autres blockbusters qui ont pu prétendre à s'en sortir raisonnablement, donc on peut citer Creed 3, avec des recettes qui couvrent donc un budget facilement amortissable dans le monde, hein. John Wick 4, 430 millions de recettes, pardon, pour 100 millions de budget, mais parce que, bah, en même temps, c'est une recette qui fonctionne parfaitement, et puis que le practical est assez tendance, justement, à l'ère où bah, les CGI dégueulasses, bah, ça commence un peu à saouler. Maintenant, faut voir, hein, c'est pas sûr qu'au bout de 8 films, les gens aient autant d'engouement pour la franchise, au même titre que bah, le MCU après 30 films, surtout quand tout le monde semble en plus vouloir créer son propre John Wick-like, hein, donc notamment à travers Sisu, The Equalizer et j'en passe, hein. Et effectivement, pas sûr que l'estomac supporte longtemps à force de nous gaver de ce genre comme des oies, hein. Et puis, autre succès, justement, je l'ai cité tout à l'heure, Sisu, que personne n'a vu arriver, et qui, après donc une semaine d'exploitation, a carrément rentabilisé son maigre budget de 6 millions, malgré le fait que ce soit un film R-rated. Mais surtout, avec ce qui arrive par la suite, est-ce que le cinéma s'apprête à relever la tête ? Bah, il y a quand même de quoi douter, puisque d'un côté, oui, on a des films qui de toute évidence vont cartonner, c'est écrit dans le marbre, mais que dire d'autres films comme Haunted Mansion, avec donc son budget de 150 millions de dollars, et qui sort dans un mois alors que tout le monde s'en bat les cahuètes, ou encore même Blue Beetle, dont tout le monde se fout comme de l'an 40, et qui s'apprête à achever définitivement le DCU, et qui va encore plus gonfler le climat de panique à bord du paquebot Warner, avec son trou déjà dans la coque de 5 mètres de diamètre, quoi. Alors évidemment, dans les autres films pour lesquels on pourrait craindre un petit peu Gran Turismo de Neil Blomkamp, alors ok, c'est une franchise à succès de jeux vidéo, mais il faut prendre en considération que là, tu vas voir un film, donc sans le plaisir du gameplay, est-ce que ça va vraiment emballer les gens d'aller le voir en salle ? Joker, quoi. Ensuite, on va enchaîner quand même avec Kraven le chasseur. Bon, bah, alors là, on a un film qui doit faire à peu près 300 millions de recettes pour couvrir son budget. Autant dire que ça va être chaud les marrons, surtout au vu du trailer foireux et que avant lui, Morbius avait fait que 167 millions de recettes, et ce, malgré un budget inférieur. Pareil pour Expendables 4, donc 100 millions de dollars, hein, que ça aura coûté pour nous montrer finalement de l'action dépassée de 20 ans, et puis un paquebot qui fait du drift alors qu'on trouvait ça déjà ridicule dans Battleship. Et alors bon, effectivement, les amateurs de films bourrins vont y aller en premier lieu. Puis si effectivement il s'avère que Stallone et compagnie, on ne les verra que 5 minutes par-ci par-là, j'ai peur que ça s'essouffle un peu et que bon, le film ne fonctionne pas des tonnes. D'autant que le précédent film n'a pas spécialement fonctionné à partir du moment où ils ont décidé de faire un film qui soit un petit peu plus grand public. Et puis bon, bah, voilà, que le peu de sang qu'il y avait, c'était du numérique et compagnie. Ça l'a pas fait, et là je pense qu'on va avoir exactement la même recette. Alors évidemment, parce que oui,
On a eu un Marvel en début d'année, mais en général, on n'a jamais un seul Marvel dans une année. Donc là, on va avoir The Marvels. Ouais, ça fait beaucoup de Marvel. Donc je pense que je peux carrément mettre un de mes testicules en jeu sans risquer quoi que ce soit, en disant que le film va littéralement flopper, hein, puisque 2 mois avant le début de production, ils ont annoncé un budget de 130 millions. Donc là, autant dire que ça l'a largement dépassé. Et quand on voit le trailer, et notamment l'appréciation que les gens ont pour les personnages dans le film à venir, ça schmoute pas terrible du tout. Alors ensuite, pour s'assurer justement que la bête est bien morte, même si bon, on l'a déjà piqué 2-3 fois, DC qui nous réhonore justement d'un autre film, Aquaman 2, hein. Donc ok, le premier opus a été un énorme carton, mais là je pense que les gens sont complètement épuisés de ce que Warner DC nous propose, hein, parce que bon, ils en ont un petit peu marre d'être pris pour des lapins de 6 semaines. Donc je suis pas sûr qu'ils aient envie de participer à une séance de plongée si en plus ils sont au courant que les bouteilles d'oxygène sont vides. Voilà, potentiellement carton très discutable, surtout au vu des retours désastreux sur le test screening qui a eu lieu il y a de ça quelques mois. Et en plus, compte tenu du fait qu'ils aient finalement décidé de garder au montage Miss Caca, ce qui forcément va diviser beaucoup la populace. Donc ça annonce pas grand chose de terrible, et le plus dingue, c'est que en plus de ça, ça commence à se voir sur les plateformes de streaming à travers donc des programmes majeurs, et on le voit notamment avec Marvel à travers la dernière série qui s'appelle Secret Invasion, qui actuellement fait un flop, ou même on l'a vu dernièrement avec The Mandalorian saison 3, donc voilà, une série Star Wars qui cartonne pas tant que ça, hein, en sachant que déjà Andor a eu un succès très léger, hein. Donc comme quoi ça s'essouffle vraiment, et on a vraiment une symbolisation claire que les grosses franchises, malgré leur nom comme Star Wars, Marvel et compagnie, ne peuvent même plus se reposer sur leur nom pour s'assurer un minimum de succès. Donc il y a vraiment une prise de conscience évidente qui caractérise un ras-le-bol visible de la part des spectateurs. Parce que bon, on le sait, avant les gens ils crachaient sur les films, mais ça faisait quand même un carton parce que de toute façon ils y allaient. Mais là les gens gueulent, mais il n'y a plus de bénéfice derrière pour les studios. En fait c'est quasiment que de la perte. Rien que en exemple, tu prends Disney avec tous ses projets de 2023, les autres années, ils étaient capables d'engranger des bénéfices purs de 1 milliard minimum sur toutes les productions qu'ils avaient sorties. Là, il n'y a pas un pet de gain, quoi. C'est même pas une question d'atteindre le milliard, c'est qu'en 6 mois, il n'y a pas de gain sur leur production. Pareil pour Warner DC, alors que c'est censé être le fer de lance de ces studios-là, quoi. Donc ok, tu peux, pour certains studios, te réjouir de succès comme Avatar 2 ou prochainement Dune 2, mais ça bouge pas tous les trous du studio pour autant. Et donc, quels sont potentiellement les seuls qui devraient arriver à pouvoir briller cette année? Bon, bah effectivement, on a Mission Impossible 7. En même temps, ils ont tout compris, hein. Donc tu prends Tom Cruise, du practical, un bon scénario, de la bonne action, de la bonne musique, donc tous les ingrédients de la réussite. Et plus encore, quand derrière le cuisinier n'est pas un manche, forcément tu as un excellent gâteau. Alors ensuite, Indiana Jones 5, bon bah là il vient de sortir, donc on va le voir arriver très vite, mais de toute façon, les gens vont tellement se ruer en salle, justement par pure nostalgie, que il va un minimum cartonner. Maintenant, c'est vrai qu'il doit engranger des recettes qui avoisinent presque le milliard pour pouvoir s'en assurer. Donc au début, ça va peut-être être très rapidement rentable, mais voilà, entre l'arrivée de Mission Impossible 7 et en l'occurrence Oppenheimer, ça risque de l'essouffler énormément. Donc Oppenheimer qui devrait cartonner parce que de toute façon c'est Nolan, hein, et qu'avec lui, alors tu peux être déçu comme notamment avec Tenet, mais le mec a toujours une proposition que tu verras pas ailleurs et que de toute façon tu es curieux de savoir ce qu'il est capable d'inventer pour transcender son récit. Donc bien sûr que ça va cartonner.
Le même jour, tu vas voir Barbie, donc qui va forcément cartonner parce que c'est Barbie, parce que Margot Robbie, parce que Ryan Gosling, et parce que ça assume à 300% son sujet, que ça se prendra pas la tête, et parce que ça va être vraiment le film d'été, donc le petit truc rafraîchissant quand il fait super chaud, quoi. Ensuite, autre film qui est voué à cartonner, c'est Ninja Turtle, donc film d'animation, qui se rapproche un petit peu du style de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça cartonnera parce que de toute façon, voilà, c'est un film familial, donc on va y aller avec les enfants, et puis que c'est une thématique qui a traversé des générations et des générations. Donc moi, je me fais absolument pas de soucis. L'animation, à partir du moment où ça touche tout le monde, ça fonctionne très bien. Ensuite, c'est vrai, tout à l'heure, on citait John Wick 4, pareil, Equalizer 3, qui devrait se rentabiliser relativement vite avec son faible budget. Et puis, de toute façon, voilà, on sait le plaisir d'aller voir Denzel Washington au cinéma, en plus pour éclater des bouches de haricot. Effectivement, tout à l'heure, quand je parlais de plateformes de streaming qui donnent leur chance à des cinéastes de grande ampleur, là, en l'occurrence, Killers of the Flower Moon, 200 millions de dollars offerts par Apple TV+ à Martin Scorsese, donc pour pouvoir livrer un film de cinéma, puisque Apple TV+ le produit, mais s'attribue justement les services de je ne sais plus quel studio pour pouvoir le distribuer en salle. Donc forcément qu'on va y aller. Et malgré son budget, il faut savoir que c'est un film produit par Apple, donc qui va bénéficier aussi d'une double vie à travers la plateforme de streaming. Donc il sera rentabilisé assez rapidement. Donc c'est là justement l'intelligence de ce genre de production. Et cas de figure similaire, le Napoléon de Ridley Scott, là aussi toujours financé par Apple, avec là aussi une production à 200 millions de dollars, mais voilà, à partir du moment où tu sais que c'est un film historique qui est traité par un maître en la matière, alors en plus avec Jojo Phoenix dans le rôle titre, si ça cartonne pas en salle, de toute façon on le sait, Apple TV+ va lui donner une seconde vie. Donc, aucun souci là-dessus. Dans les autres films, Hunger Games, donc le fameux prequel, bien sûr que ça va cartonner, c'est évident. Et puis alors celui qui, c'est même pas discutable, Dune partie 2. Donc je pense que là, il n'y a même pas de question à se poser. 200 millions de dollars de budget, mais compte tenu du carton monumental du premier film, puisque effectivement, il a fait à peu près 470 millions de recettes dans les cinémas, mais sauf qu'aux États-Unis, il est sorti directement sur plateforme de streaming et donc sur HBO Max, mais le carton a été tel qu'ils ont officialisé au bout de seulement quelques jours la suite. Donc bien sûr que ça va cartonner et puis on va s'y rendre parce que voilà, ça va nous faire du bien de voir un blockbuster qui va traiter de choses un petit peu plus sérieuses. Même si, bien sûr, on parle d'un film de Denis Villeneuve avec une approche qui est quand même très très particulière et qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Autre film qui devrait pas trop mal cartonner, qui pour l'instant fait pas grand bruit, mais et puis ça tombe bien parce que justement quand on parle de Dune avec Timothée Chalamet, là justement c'est avec le même acteur, Wonka, donc basé sur le personnage de Willy Wonka, qu'on connaît à travers Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, c'est un film qui normalement devrait assez facilement cartonner puisqu'on est sur la période de décembre, hein, donc période de fête. Là, on est sur un film un petit peu enfantin, justement, avec une thématique autour du chocolat. C'est la bonne période pour pouvoir cartonner. Et pour finir, Rebel Moon, donc de toute évidence, le film qui va permettre à Netflix de remonter un petit peu la pente, et puis notamment de mettre Warner en PLS pour avoir perdu justement Zack Snyder. Donc même s'il ne le diffuse pas en salle, et ça je pense que ça va être un énorme regret pour beaucoup de monde, mais c'est évident que ça va être un carton monumental. Mais au final, on se rend compte d'une chose, c'est que les produits cinématographiques que je qualifierais de consommation sont en train vraiment de vivre un véritable effondrement et que, oui, effectivement, étirer des franchises ad vitam aeternam révèle ses limites enfin, même si ça a quand même mis du temps, parce que de toute façon, on a vu déjà ce genre de cas de figure sur d'autres générations. C'était le cas des péplums qui ont disparu d'une décennie à l'autre, pareil pour les westerns.
Bon, bah là, les films de super-héros, ça avait été annoncé que ça finirait par disparaître, et je pense que là, on est en train justement de vivre la chute d'un genre. À moins, bien sûr, qu'il y ait une équipe sérieuse derrière un film, mais visiblement, là, les gens laissent de moins en moins leur suspension d'incrédulité dicter leur appréciation des films. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à plus d'exigences et de recherche de créativité chez les spectateurs quand ils vont en salle? Perso, je l'espère. Donc oui, bien sûr, la situation critique du cinéma d'entertainment me réjouit presque, hein. D'ailleurs, je dis presque, mais c'est faux, hein, je me réjouis totalement de ça. Et sûrement que certains d'entre vous me diront que c'est quand même avoir l'esprit mal placé que de souhaiter le malheur de studios. Mais en même temps, après nous avoir inondés de films de merde, parce que ces studios sont gérés par des comptables, et que les productions des films sont traitées par des conseils d'administration ou des idéologues, plutôt que par des créatifs et des spécialistes du divertissement, c'est un peu le retour de bâton mérité asséné par le consommateur, parce que bon, tu peux être pris pour un con et te dire « Ok, allez, c'est peut-être un loupé, donnons une chance, à la limite 2 ou 3, tu vois. » Mais là, ça fait des années que ça dure, et malheureusement, le spectateur vieillit aussi, donc oui, les gens n'encaissent plus, surtout au prix de la place pour se foutre finalement de leur gueule. Donc bon, si effectivement mes prédictions s'avéraient vraies, bon, après je dis pas que je vais avoir raison sur toutes mes estimations, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais je pense qu'effectivement ça s'annonce quand même compliqué. Si toutes ces estimations font état d'une année qui devient de plus en plus compliquée et que au final les seuls produits qui fonctionnent ce sont les produits de bonne facture, tandis que les produits de commande qui sont juste là pour remplir des caisses ou bien répondre à des agendas politiques ou satisfaire les lubies d'un progressisme imposé au marteau qui saoule véritablement les gens, hein, ça peut provoquer une énorme prise de conscience des studios et comprendre que d'un côté, il faut peut-être réduire les coûts de production. D'ailleurs, Bob Iger, le patron actuel de Disney, l'a déjà annoncé pour les productions à venir, même les grosses productions. Mais surtout, ça peut aussi ouvrir la porte à une nouvelle ère de créativité, donc qui nous ferait énormément de bien, parce que de toute façon, faut pas se leurrer, l'objectif premier de ces studios, c'est de faire de la recette, et aussi d'apporter une satisfaction aux investisseurs. Donc si la rentabilité venait à dépendre de la qualité et de la créativité, ils feront le nécessaire. Et d'un côté, moi je le dis, on ne va pas s'en plaindre. Maintenant, il faut juste espérer que cette prise de conscience arrive vite. Mais bon, quand il est question de pépettes, en général, ça met pas longtemps à cogiter. Donc voilà le petit bilan qu'on pouvait faire. Effectivement, la situation n'est pas terrible, mais est-ce que justement l'avenir s'annonce sous de meilleurs auspices en conséquence? Je l'espère fortement. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez par rapport à toute cette situation dans les commentaires. Surtout, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez évidemment aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!